Et là, tu as combien de pharmacies? J'étais malade, j'étais alité. Je me suis dit, comment c'est possible de se livrer de quoi manger, mais pas de quoi se guérir? Vous verrez mes petites fesses. iPitch, le podcast qui rencontre les pionniers de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Bonjour. Youssef, le président cofondateur de Pharmadelive, un Uber Eats de la pharmacie quoi. Justement, Pharmadelive a comme vocation de ne pas ubériser le phénomène. C'est-à-dire qu'on veut se positionner comme l'écosystème le plus proche des pharmacies. C'est pas ce qu'Uber se disait au début quand il faisait les taxis? Je ne pense pas. Justement, ils ont bien réussi sur ce volet-là et on compte bien réussir justement sur notre business model. Et justement, notre positionnement, il est diversifié par rapport à Uber Eats parce qu'on se rapproche de l'écosystème pharmaceutique. On veut avoir un discours qui est proche des pharmacies. On adapte leurs éléments de langage. Comment on se différencie d'Uber et des autres concurrents? Le premier élément, c'est bien sûr la force humaine qu'on a. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une centaine de chargés de commande. Donc, ce sont des livreurs. Donc, d'accord, toi, tu n'appelles pas ça des livreurs, des chargés de commande. Donc, comme tu as vu, ça change un tout petit peu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, ce sont des étudiants en pharmacie ou en médecine ou formés juste de premier secours ou principalement des étudiants en filière santé. En fait, t'es livreur, t'es livreur quoi. C'est des étudiants en pharmacie. C'est ça, exactement, parce que la nourriture, c'est pas la même chose que des médicaments. D'accord. Il faut avoir un degré d'attention plus important et une diligence beaucoup plus importante quant à la livraison. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir des personnes qui sont proches de cet écosystème-là, parce qu'on veut préserver cet écosystème. Le deuxième point, c'est qu'une personne qui va se faire livrer, elle aimerait bien avoir une personne qui se connaît un peu dans le domaine, qui est un peu jeune, qui est un peu dynamique, etc. Même s'il y a des personnes, des anciennes infirmières, des anciens aides-soignantes ou aides-soignants, qui peuvent faire en fait la livraison. Et justement, on travaille sur ce point-là parce que c'est un élément très important pour nous. Ok, donc en fait, quand ma commande arrive, j'ai quelqu'un avec qui je peux poser des questions. Genre, j'ai eu 5 grammes de Doliprane, qu'est-ce que t'en penses, je dois les prendre comment? Et en fait, je peux discuter avec eux. C'est pas juste qu'ils arrivent, ils posent à ma porte. C'est ça, exactement. Il se peut qu'il y ait une discussion, etc. Nous, ce qu'on conseille, bien évidemment, ce qui n'est pas des conseils pharmaceutiques dans le sens où c'est le pharmacien qui décide par rapport à la délivrance des médicaments. Et justement, cet élément-là, on le garde au pharmacien. Le chargé de commande, à ce moment-là, il peut discuter avec le patient de ses besoins, de ce qu'il aimerait bien avoir, est-ce qu'il se porte bien, parce que parfois, il y a des signaux faibles. Et justement, nous, bien évidemment, on veut accompagner le patient et on est là pour aider. Justement, s'il y a des signes faibles qui sont relevés par un des chargés de commande, à ce moment-là, qu'est-ce que t'appelles un signe faible? Justement, supposons la personne, elle est pas du tout bien. Elle commande un médicament, elle se sent pas bien, elle est fatiguée, elle est toute seule, elle a besoin d'aide. Comment on va faire si elle est toute seule pour appeler de l'aide? Les pompiers, par exemple, le SAMU, etc. Comment on va faire? Justement, grâce à ce service-là, un étudiant en pharmacie va pouvoir relever ce signe faible, détecter ce signe faible et justement nous contacter pour qu'on puisse faire le nécessaire ou qu'il contacte lui-même les services responsables par rapport à ça. Mais comment en fait elle t'est venue l'idée de la création de cette entreprise en fait? Exactement, ça c'est une bonne question. J'étais étudiant à ce moment-là, j'étais à la fac. Ouais. En pharmacie? Non, justement en école de commerce. En école de commerce, voilà, on l'a, notre entrepreneur école de commerce. Exactement. Donc justement, j'étais étudiant tout seul chez moi, mes amis ils étaient en vacances, c'était dans la période de décembre je pense. À ce moment-là, je me suis dit comment est-ce possible? J'étais malade, j'étais alité, je me suis dit comment c'est possible de se livrer de quoi manger mais pas de quoi se guérir, alors que parfois c'est bien vital. Et j'avais juste besoin d'un Doliprane parce que j'avais des maux de tête énormes, donc je ne pouvais pas me déplacer. Et je me suis dit, cette situation est loin d'être exceptionnelle pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou des personnes qui sont isolées. Oui, mais justement, la personne âgée, c'est celle qui, pour l'instant, n'utilise pas vraiment Internet. Exactement. Moi, tu donnes ça à ma grand-mère, elle est perdue. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que nous, on a développé 2 modes. Il y a le mode hors ligne et en ligne. En ligne, c'est pour les personnes qui sont très âgées avec la technologie, très à l'aise, etc. Et il y a une deuxième solution qui est l'offline, l'hors ligne du coup, pour les personnes âgées. La personne elle pourra justement soit écrire par message à nos services, soit nous appeler ou contacter par téléphone. À ce moment-là, du moment où il y a le premier contact qui est établi, on a les informations du patient et de la personne âgée. À ce moment-là, on peut faire une sorte de périodicité de livraison en fonction donc de la périodicité de ces maladies chroniques, de réapprovisionnement des médicaments, etc. Donc, on voulait adapter justement ce volet-là pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les technologies. Même si
heureusement maintenant avec le développement, avec l'âge, etc., il y a des personnes qui ont 70 ans, 80 ans qui peuvent utiliser un téléphone. Oui, c'est ça. Exactement. À mon avis, il y a un énorme écart. Exactement. Moi, je vois mon grand-père, qui est plus vieux que ma grand-mère, qui utilise mieux Internet que ma grand-mère, parce qu'elle n'en a pas besoin, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Après, c'est des besoins, en effet, c'est lié à des aspects générationnels, des comportements générationnels, mais on remarque de plus en plus qu'il y a des personnes âgées qui utilisent Internet, mais dans le cas où ils n'utilisent pas souvent Internet, ils peuvent nous contacter directement par ligne fixe. Donc, en fait, il y a un numéro de téléphone. Exactement. Ou moi, mamie, je vais dire coucou, aujourd'hui j'ai reçu j'ai une demande de tel médicament, est-ce que vous pouvez me la livrer? Mais comment tu vas vérifier en ligne que cette ordonnance est vraie? Ça, c'est bien. Parce que justement, on travaille sur ces technologies maintenant et ça s'appelle l'authentification des ordonnances. Donc, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter s'il y a des signaux qui vont nous permettre de savoir s'il y a des personnes qui ont décidé de créer de fausses ordonnances. Et à la détection, justement, par l'intelligence artificielle, deuxième point, c'est du cross-control. Donc, on va regarder la conformité de numéro RPPS, c'est le sirène des médecins concrètement, par rapport à la pathologie, par rapport à la posologie et par rapport au lieu de délivrance de l'ordonnance. C'est un outil sur lequel on travaille justement, qui va nous permettre de vérifier bien l'authentification de l'ordonnance. Mais comment tu le fais par téléphone? Justement. Là, c'est encore mieux. Oui. Pourquoi? Parce que le chargé de commande va se déplacer pour récupérer les documents. Pardon. Et donc ça, c'est un élément qu'on veut développer encore plus. Donc on a des process déjà qui sont bien établis par rapport à ça. Mais le meilleur moyen de vérifier, c'est en se déplaçant soi-même. Mais j'ai une question. Tout médicament? Très bien. Justement, les médicaments qui sont dits psychotropes, donc qui peuvent développer une sorte d'addiction, c'est interdit par la réglementation de les livrer. Donc, on livre soit les médicaments sur ordonnance, donc avec une ordonnance qui est bien vérifiée et authentifiée, soit des médicaments dits OTC. OTC, c'est quoi? C'est over the counter, c'est-à-dire c'est sur comptoir. C'est soit de Doliprane, l'isopaïne, des médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance, en tout cas. Ok. Et donc, comment... Ah oui, ça, tu m'as déjà répondu. Alors là, t'étais malade à l'idée. Est-ce que tu as des obstacles en fait? Parce que là, tu es quand même dans... Tu m'aurais dit de l'IA comme tout le monde, tu m'aurais dit les trucs à la mode, la blockchain. En vrai, les obstacles, c'est juste de faire passer. Mais là, on parle de médicaments. C'est quoi tes obstacles? Justement, c'est une très bonne question. Parce qu'on a plusieurs secteurs en France qui sont... réglementé et très régulé. Il y a la finance, il y a la santé, il y a d'autres secteurs bien évidemment de la défense. L'obstacle principal, c'est la réglementation. Donc il y a l'hébergement de données de santé, donc il y a le règlement général de protection de données, le RGPD qu'on doit respecter à la lettre. Bien évidemment, c'est ce qu'on fait avec des registres de traitement, des politiques de confidentialité, de cookies, etc. Mais aussi le chiffrement des données. Nous, justement, en tant qu'entreprise intermédiaire dans le domaine, dans la mise en relation, on n'a pas le droit d'accéder aux données du patient. C'est-à-dire que justement, on a mis en place un process, donc c'est une technologie qu'on a développée en interne et c'est grâce au CTO Paul Boursereau que je salue. Et justement, ce qui a été développé, c'est une technique qui s'appelle la cryptographie asymétrique. Concrètement, c'est quoi? C'est que toi, par exemple, tu as une clé publique et moi, j'ai une clé privée que je suis pharmacien et toi patient. Grâce à cette clé publique, donc, où il y aura les documents qui sont liés, par exemple, à ta maladie, à ta pathologie, tu vas pouvoir, bien évidemment, nous transmettre les documents et moi, pharmacien, je pourrais les déchiffrer grâce à la clé privée. Donc nous, on n'a pas accès aux données de santé, on a juste accès aux coordonnées, donc nom, prénom, numéro de téléphone, âge. Adresse. Exactement, c'est ce qui est lié à la livraison, bien évidemment. Et justement, on voulait préserver ce point parce que c'est très important pour nous. J'ai une question, est-ce que tu peux entrer... pas en contact, mais tu sais, avec des API, rentrer par exemple avec le carnet de santé que l'État a mis en place? Ça, c'est bien parce que justement, on a fait une demande d'habilitation API pour tout ce qui est numéro RPPS, pour tout ce qui est données de santé, pour qu'on puisse avoir plus d'API, pour qu'on ait une méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Là, nous sommes en bonne discussion. Là, on a eu un retour de l'agence. On va bientôt avoir un accès, j'espère bien, pour qu'on puisse pousser plus notre API interne. Mais c'est compliqué, ça? Pour faire la demande. Quand tu fais les demandes, les trucs. Non, ça va, ils sont plutôt réactifs, leur site est plutôt ergonomique, donc c'est bien écrit, c'est bien détaillé, donc c'est plutôt sympa, oui. Ok, bah oui, j'avais vu ça avec Pôle emploi, j'avais demandé une API Pôle emploi et le problème c'est que c'est mal trié. Bon, c'est un autre problème, je te laisserai traiter tes données après, mais voilà. C'est quoi ton modèle économique? Parce qu'il y a un moment, tu dois te nourrir.
bien évidemment. Justement, on a 3 modèles principalement. Le premier modèle, il est dédié à la livraison des médicaments à domicile. Donc, on prend des frais de livraison. Les frais de livraison, c'est équivalent à 5,50 € par livraison. Oh, c'est-à-dire que même si j'ai 10 kilos de médicaments, c'est 5 €. J'y viens justement, c'est sur 3 km et d'accord. c'est 1 € le kilomètre supplémentaire. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'on développe un SaaS qui est dédié aux pharmaciens pour gérer les commandes entrantes, c'est-à-dire de la prise de rendez-vous, du click and collect et de la livraison aussi, plus la vérification d'ordonnance. Et ça sera un abonnement mensuel. Là, on est en train de décider en interne du pricing, mais ça sera un abonnement mensuel, bien évidemment. Ça, c'est la deuxième partie du business model. Il y a une troisième partie qui est liée aux commissions de produits parapharmaceutiques. C'est un modèle qu'on va mettre en place. Il n'est pas encore mis en place. C'est sur le moyen terme, moyen et long terme, pardon. Et justement, ça va nous permettre de créer une sorte de marketplace pour chaque pharmacie française qui dispose donc de produits parapharmaceutiques. Il pourra être référencé. Nous, justement, on prend une commission et en contrepartie, on fait la livraison et justement, on met en avant les produits parapharmaceutiques de la pharmacie. Et toi, par contre, ton SaaS ne proposera pas de médicaments. En fait, parce que là, tu me parles d'une marketplace. Est-ce que justement En fait, je suis en train de me dire, mais est-ce que après tu n'es pas juge, avocat et policier, ou si toi, par exemple, t'arrives, tu as la marque Doliprane et donc tu la mettras peut-être plus en avant, tu vois ? Justement, on parlait des réglementations et la réglementation veut qu'on ne peut pas vendre des médicaments en ligne quand ce n'est pas adossé à une pharmacie ou la pharmacie elle-même qui vend les médicaments en ligne. Justement, nous, on fait de l'intermédiation. D'accord. Les médicaments qui sont vendus, ils sont stockés dans la pharmacie. Donc nous, on fait juste de l'intermédiation. En fait, toi, tu serais comme une page Facebook où la pharmacie va mettre ses noms de médicaments disponibles. Exactement. Et moi, patient, je peux cliquer et commander dessus. Exactement. C'est plus ergonomique que Facebook, donc ce qui est plutôt sympa. Oui, Amazon, pardon, en plus. Il y a un marketplace d'Amazon. Mais oui, mais Facebook, ils ont tous d'ailleurs, un marketplace mais maintenant. J'imagine, je pense qu'ils ont abandonné le marketplace Facebook, si je ne me trompe pas. Donc justement, nous, ce qu'on va référencer, ça sera la partie parapharmacie et la partie médicaments. Mais la partie médicaments, elle est bien évidemment adossée à la pharmacie, même les produits parapharmaceutiques aussi. Mais la différence, c'est qu'on a le droit de prendre des commissions sur les produits parapharmaceutiques, mais on n'a pas le droit justement de prendre des commissions sur les médicaments, ce qui est interdit par la loi. Le deuxième point aussi, on n'a pas le droit d'avoir une relation de marchandage avec les pharmaciens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des réductions, demander aux pharmaciens de Ok, suivre des 10 Doliprane achetés, un troisième offert. Exactement, ça, on n'a pas le droit. Un 11e. Et ben, en fait, c'est quoi ton positionnement face au géant LiveMeds qui a déjà plus de 3000 pharmacies référencées dans son catalogue ? Très bien. Justement, pour étudier le paysage concurrentiel, il n'y a pas que LiveMeds dans la livraison des médicaments à domicile ou dans ce modèle-là principalement. LiveMeds se sont lancés en 2020-2021, juste... Covid. Exactement, c'est ça. Et justement, avant ça, il y avait bien mes médicaments chez moi qui appartient au groupe La Poste et Pharmao. Même La Poste C'est ça, exactement. Et leur force, c'est plutôt le maillage territorial qu'ils ont parce que c'est les facteurs qui s'occupent de la livraison des médicaments. Donc, c'est un point qui est plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que LiveMeds, elle s'est lancée 3 ans après Pharmao et après mes médicaments chez moi. Et ils ont réussi à se démarquer sur le marché. Et justement, par rapport à ce point-là, moi, personnellement, autant que concurrent, je les salue parce qu'ils ont réussi à ouvrir le marché. Et parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés énormes sur le marché, notamment la réglementation, l'innovation. Ils ont dû innover. Et pour être tout à fait honnête, c'est qu'ils ont facilité la tâche pour plein de concurrents pour se lancer sur le marché. Et justement, ça, c'est un élément qui est très important par rapport à la concurrence, c'est que ça facilite la mise en marché de nouvelles technologies, mais en même temps, ça baisse les prix. Donc voilà. Mais c'est bien d'avoir des concurrents, de toute façon. S'il y a un marché sans concurrents, il faut se poser la question de pourquoi il n'y en a pas. Ça permet aux concurrents d'innover et de se dépasser. Oui, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que quand tu as un concurrent, tu as envie de faire mieux que lui. Oui. Donc, lui, après, voudra faire mieux que toi. C'est ça. Moi, ce que j'aime juste pas, c'est les concurrents qui font juste la baisse de prix. Oui.
Et c'est un peu ce qu'Amazon avait créé à l'époque avec les livres. J'ai plein d'argent, d'un coup je te baisse tous les prix, et donc finalement la librairie, elle peut pas suivre. Ça, pour moi, c'est une mauvaise concurrence. Par contre, une concurrence où tu te dis, j'ai 2 librairies, si on reste sur le modèle d'Amazon, et moi je mets des luminaires plus forts, moi je fais ci, moi je fais ça. Bon, après, c'est toujours plus. Je suis toujours mieux que toi. Mettre des barrières à l'entrée, c'est ça. C'est le plus important pour les concurrents, c'est de mettre des barrières à l'entrée. Mais justement, le paysage concurrentiel, il est là. Mais justement, nous, on veut se différencier par plusieurs points. Donc, notamment, la livraison est effectuée par des étudiants en pharmacie en médecine, comme j'avais précisé. On a un tableau de bord qui centralise le click and collect, la prise de rendez-vous et la livraison, qui sont reliés. Donc, que ce soit une personne qui est alitée mais ne peut pas se déplacer à la livraison, une personne qui sort du boulot tard et doit récupérer les médicaments click and collect, ou une personne qui est inquiète par rapport à une situation, elle va avoir un conseil pharmaceutique, prise de rendez-vous. Donc on a un tableau de bord qui est complet. Prise de rendez-vous, elle se fera obligatoirement en physique ou même en ligne ? On privilégie le physique parce que justement dans les échanges avec les pharmaciens, ils accordent une importance au contact humain. Justement, nous, on voulait proposer ce point-là parce qu'on veut on veut se démarquer plutôt par le fait qu'on se positionne comme l'acteur le plus proche, et justement, on veut renforcer et préserver le contact humain, bien évidemment. Et là, justement, tu me parles du contact humain. Comment, en fait, tu arrives à mesurer cet impact sociétal que ça crée ? Très bien. Justement, l'impact sociétal, il est différent d'un territoire à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déserts pharmaceutiques et il y a pas de désert pharmaceutique. C'est soit A, soit B. Et justement, dans le cas où il y a des déserts pharmaceutiques, il y a des personnes qui, malheureusement, en vue d'augmentation de fermeture des pharmacies, n'ont pas la possibilité de se déplacer en pharmacie, ce qui crée un problème sociétal, un problème qui est profond. Justement, les politiques publiques font en sorte qu'il y ait un renforcement de ce rôle-là. Mais justement, c'est là où on peut intervenir pour créer une valeur sociétale, une valeur ajoutée sociétale, ce qui va nous permettre, d'un point, de régler ce problème-là qui relève de la politique publique, et justement d'aider les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en pharmacie. D'un deuxième côté, dans les grandes villes, moi j'ai eu des amis, et ce n'est pas un avis biaisé parce que ce sont mes amis, mais c'est plutôt des personnes qui m'ont dit que au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas se déplacer en pharmacie, ils avaient besoin de nos services. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y avait un de nos associés qui s'appelle Antoine Augereau, qui voulait se déplacer, qui se déplaçait en pharmacie pour un rendez-vous avec un titulaire. Et donc, le rendez-vous a été fixé au préalable depuis plutôt 3 semaines. Il s'est déplacé, mais le rendez-vous a dû être annulé. Pourquoi ? Parce que le titulaire en pharmacie a dû se déplacer pour faire de la livraison des médicaments. Et justement, ça concernait vraiment cette pharmacie-là, et justement, on a pu prouver notre point et notre argumentation par rapport à ça. Et là, tu as combien de pharmacies ? Justement, nous, on vient de finaliser la partie technologique, on est sur la partie opérationnelle. Actuellement, on a une dizaine de pharmacies en phase de négociation avec une présentation de démo. Et on est en discussion aussi avec des groupements pharmaceutiques. L'avantage d'un groupement pharmaceutique, c'est qu'il regroupe plusieurs pharmacies. Et justement, notre force commerciale va dépendre de ça, bien évidemment, dans le sens où si on arrive à convaincre un groupement pharmaceutique, ce qu'on arrivera bien sûr à faire, on va récupérer une centaine de pharmacies, ce qui va renforcer notre maillage. Exactement. Après la pharmacie, tout ce qui est radiologie, ou on est sur 2 métiers complètement différents ? J'estime que ce sont 2 métiers complètement différents. Pour l'instant, on veut se concentrer sur ce point-là parce que il y a plusieurs signaux qui font que on se dit que c'est un très bon marché, dans le sens que c'est un marché qui est émergent, un marché de niche. Et on le remarque parce qu'il y a une perte d'autonomie, un vieillissement de la population, une augmentation de fermeture des pharmacies malheureusement. Et ces points-là font qu'il va y avoir un désert pharmaceutique, il y aura des personnes qui vont être dépendantes. Et moi, j'estime qu'il y a un point très important à préciser, c'est les aidants. Donc les aidants, c'est des étudiants, finalement. Au final, c'est ça. C'est ça. Ce sont des étudiants dans notre cas de figure, mais il y a des personnes... Ce qui d'une certaine manière, en plus, leur permet de commencer à appréhender le terrain. Exactement. Justement, je parlerai des avantages qui pourraient y avoir dans la livraison des médicaments quand on est chargé de commande. Mais le point des aidants, c'est des personnes lambda comme toi et moi, qu'on va se déplacer pour livrer des médicaments à notre mamie ou à notre papy ou à notre père ou notre mère. Et justement, ça constitue un point très important parce qu'on va alléger la contrainte pour les aidants. Et justement, on compte à peu près 4 millions d'aidants en France. C'est pas rien.
Donc c'est quelque chose de très pertinent pour nous et on veut aider justement les aidants, on veut aider les aider aussi. Et c'est un apport sociétal qu'on est en train d'avancer. Tu sais quoi ? Tu me fais vite fait, tu as moins d'1 minute pour me faire ta pub pour faire venir des aidants que je mettrai sur TikTok. Bah c'est parfait. Là tout de suite. Ouais, tu regardes la caméra. Des aidants, c'est-à-dire des... Les gens que tu veux. Les gens que tu veux faire venir. Faire venir pour aider. Ok, très bien. Donc justement, PharmaDelive, c'est quoi ? PharmaDelive, c'est une occasion et une opportunité pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en pharmacie d'avoir les médicaments, de préserver le temps au lieu de se déplacer en pharmacie, de gagner du temps pour se guérir, parce que c'est un point très important. Parce que vous, aidant, bien évidemment, vous avez des difficultés, vous essayez de les surmonter, vous êtes là pour vos proches et justement, on est là pour vous aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez donner plus de temps à votre famille ou plus de temps à vos proches qui sont malades et justement, nous, on s'occupe du reste, on se déplace en pharmacie, bien évidemment, pour vous et pour vous aider, bien évidemment. Ok, et tu veux faire venir aussi des étudiants ? Exactement. Ils sont payés ? Bien évidemment. Voilà, parce que tu n'en parles pas. Si tu ne parles pas de paye, les gens ils viennent pas. C'est le plus important. Parce qu'on aime aider. Il y a un moment, tout le monde aime aider, mais une tape dans le dos, ça nourrit pas. Exactement. Et justement, si vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et si vous voulez, beaucoup d'argent. On parle d'1 million d'euros là, vas-y, lâche le million d'euros. Pourquoi pas, j'espère bien, parce que c'est proportionnel justement au nombre de livraisons qu'on va faire. Et justement parce que au-delà de ça, on souhaite ouvrir plusieurs services parce que une personne qui est âgée, qui peut pas se déplacer bien évidemment en pharmacie, mais qui veut être assistée pour faire des courses, etc. ou autre chose, il se peut qu'il y ait un chargé de commande ou un étudiant en pharmacie qui pourrait l'accompagner. Ça pourrait être intéressant, c'est que finalement tu rajoutes une truc, j'ai du temps pour accompagner une personne âgée. Exactement, et tout. C'est ça. Et justement, c'est pour ça que nous, notre service, concrètement, c'est quoi pour les chargés de commande et les étudiants ? C'est 4 € la livraison, minimum. Et c'est 1 € le kilomètre supplémentaire. Et justement, on ne veut pas baisser ce prix parce qu'on considère que c'est le juste prix. Et on veut justement l'augmenter. Mais ça sera en fonction du nombre de commandes qu'on aura, en fonction de nos paramètres financiers internes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une expérience en plus parce qu'il y a des personnes qui souhaitent vraiment aider des gens, au-delà du fait qu'il y a un facteur monétaire derrière et un moyen de gagner de l'argent, il y a des personnes qui aiment être proches des personnes âgées. Et ça, on l'a ressenti parce qu'actuellement, on a dans nos bases à peu près 100 étudiants en pharmacie, en médecine. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 100%, il y a 60% de femmes. Donc ça change un peu du modèle qu'on a d'Uber Eats, où principalement ce sont que des hommes qui livrent. Donc il y a un aspect qui est différent. On a discuté avec des étudiantes en pharmacie qui nous disaient c'est super parce que c'est un moyen c'est un projet qui va pouvoir m'aider à avoir des revenus complémentaires. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, de m'entraîner parce que je serai une future pharmacienne ou un futur pharmacien. Et de 3, d'être proche de personnes âgées. Et le 4e point, c'est de contribuer à quelque chose parce que la jeune génération, elle veut avoir le sentiment de contribuer à quelque chose, qu'elle crée une valeur ajoutée. Justement, c'est ce qu'on va permettre avec PharmaDelive de faire. Mais là, je viens de faire rapide un petit calcul dans ma tête. Ma grand-mère, c'est 8 km sa pharmacie. Donc, c'est 5 € plus 8 en fait. Non, ça fera justement parce que c'est trop... Ouais, ça fera à peu près 8,50 € à peu près. Ça fait quand même un peu cher la livraison. Justement. Parce qu'en fait, en plus, les personnes âgées, souvent, c'est les gens qui ont moins d'argent. C'est exactement ça. Justement, on est en discussion avec pas encore en discussion, mais on va entrer en discussion avec la Caisse nationale d'assurance maladie ou des mutuelles pour rembourser justement les frais de livraison à des personnes. Je sais que ça se fait maintenant avec des concurrents. Donc, il y a 2 ou 3 livraisons par an qui se font. Mais justement, nous, on veut encore pousser ce modèle de livraison de remboursement, surtout de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie, parce qu'il y a un accompagnement, il y a une aide, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Justement, l'un des enjeux majeurs, c'est... On peut aller faire de l'associatif aussi, finalement, pour baisser les impôts. Pas les impôts, je dirais, mais ce qui est plutôt bien, c'est le côté créateur de valeur et côté associatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler avec des pharmacies gratuitement pour livrer des personnes sous format de quota, bien évidemment, sur 100 personnes, on va se dire qu'on va être en mesure de livrer 50 personnes, par exemple, gratuitement, parce que ça fait partie de notre image qu'on veut donner, qu'on est là, en fait, pour les personnes âgées, pour les personnes vulnérables. Bien évidemment, c'est notre positionnement. Ok. Et en fait, ça a été quoi tes sources tes sources d'inspiration? Très bien. Entrepreneurial plutôt, là. Là, on va passer un peu en entrepreneurial. Parce que finalement, j'ai cru comprendre que c'était tout en bootstrap.
Déjà, explique ce que c'est le bootstrap, parce que là, si ma mère écoute le podcast, elle ne comprendra pas. Et justement, le bootstrapping, ça consiste en quoi? C'est de financer soi-même par son propre argent ou par les associés. Justement, il n'y a pas de financement non dilutif, c'est-à-dire des financements qui sont de la part des subventions publiques ou de l'État, ou du financement dilutif comme donc, de la levée de fonds. Donc, pour l'instant, on a tout bootstrappé. Donc, la création de la technologie a été bootstrappée de A jusqu'à Z. Donc, ce sont des efforts plutôt internes qui ont contribué à la création de la technologie. Et si je veux dire quelles sont mes motivations entrepreneuriales ou mes sources de motivation entrepreneuriale, je dirais... Yomi Denzel, non, comme tout le monde. Justement, moi, j'ai pas vraiment d'idole dans l'entrepreneuriat, mais j'avais regardé une série qui s'appelle Super Pumped. Donc c'est une série qui parle de Travis Kalanick. Donc je ne vois c'est pas le PDG d'Uber. Ah oui. Et justement, ça parle de comment il a réussi à surmonter les obstacles liés à la réglementation et liés au lobbying des taxis pour créer Uber. Et Uber, maintenant, c'est devenu ce que c'est maintenant. C'est quelque chose de très, très imprégné dans l'écosystème donc ouais, mais alors justement, du service. C'est que tu me parles là de lui, donc c'est peut-être pas totalement ta source, mais on est quand même sur un mec qui un jour arrive à Paris, voit qu'il n'y a pas de taxi, décide de se dire « Ah bah tiens, ça serait bien qu'on ait des Uber dès qu'on les appelle sur le téléphone ». Et qui finalement a cassé au début, tout le monde disait « Ah c'est sympa Uber, ça me permet d'être partout ». Et finalement a créé un truc, a créé une application qui rend des gens dépendants, alors quand je dis dépendants, c'est vraiment les livreurs qui finalement doivent travailler de plus en plus, sont de moins en moins bien payés, et en fait il y en a tellement que finalement... Moi quand je parle de livrer, moi je parle plus d'Uber et pas d'Uber Eats. Ok. Non, je parle même d'Uber tout court. Ah, il y a de plus en Uber plus... et Uber, c'est ça? Oui, en fait c'est la même chose, c'est que d'une certaine façon, il y a toujours plus du côté d'Uber. Donc ce qui fait, comme tu as plus de chauffeurs ou plus de livreurs de nourriture, comme tu as toujours plus... Ils peuvent baisser les prix parce qu'ils savent que de toute façon, ils auront toujours quelqu'un. Et moi, au tout début, quand je prenais les Uber, ils étaient tous là, non mais moi je me fais 4 000 € par mois sans travailler plus que ça. Et pourtant, pour nous, c'était pas plus cher. Et maintenant, ils te disent, si j'arrive à faire 1000 balles ce mois-ci, ça va. Je comprends. Moi, j'ai eu une expérience beaucoup plus différente de ça parce que j'ai discuté avec plusieurs, pas livreurs, mais plutôt des chauffeurs Uber, pardon. Et justement, on était en train de discuter dans la voiture et je lui ai demandé est-ce que ça gagne bien un chauffeur Uber. Il m'a dit oui, il gagne très bien sa vie. Il avait une Tesla. Il m'a dit c'est environ 10K par mois. Il était très bien. Et justement, c'est un moyen parce que ça leur permet de gagner de l'argent, bien évidemment, d'avoir un revenu. C'est de l'entrepreneuriat, entre guillemets, c'est ce qu'Uber vendait. Oui, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé. C'est vrai qu'Uber a vendu cet entrepreneuriat simple, le SafeMade tout seul, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme il y a toujours plus, au bout d'un moment, là, pour le coup, tu as tellement de petits concurrents chauffeurs que là, moi, des fois, je paye des courses. Quand je des courses, des courses, je pars des voitures, de voitures, excusez-moi, pour 5 €. Hein. Franchement, je sais pas comment il se nourrit avec ça. Ça dépend de la distance parce qu'un jour je voulais prendre un Uber plutôt, c'était vers Saint-Michel. Pour rentrer chez moi, ça allait me coûter 45 €. Oui. Donc voilà. Mais ça dépend l'horaire, ça dépend. Oui, c'est ça. Donc ils ont des algos qu'on connaît pas. Et ça, tu vas pas le faire, toi, les algos? Justement, pour l'instant, non. On se concentre juste sur une variable. C'est 5,50 € pour les 3 km et 1 € le kilomètre supplémentaire. Parce que nous, notre objectif final, c'est bien évidemment de créer cet apport social et de créer cette valeur ajoutée et d'aider les gens, bien évidemment. Bien sûr, il y a un gain financier parce que je vous mentirais si je ne dis pas que j'ai créé la boîte pour ne pas gagner d'argent. Il faut non, mais après, voilà, les gens, on ne se nourrit pas de tape dans le dos. Exactement, il faut le dire la rappeler. vérité. Mais il faut se nourrir justement d'une manière où tu vas te dire, ok, j'ai bien contribué à créer de la valeur ajoutée en France, bien évidemment, et créer quelque chose qui manquait, et répondre à une problématique et trouver la solution derrière. Justement, toujours dans l'entrepreneuriat, j'ai vu que tu étais rentré en fait donc déjà là où on se trouve chez le village Baïséa, mais qu'aussi tu avais pu avoir tu avais fait le banque Les France Innovation, que tu avais même été au Landilab, à Landilab. C'est ça, exactement. Et justement, pour expliquer ces éléments-là, donc le village Baïséa, c'est un écosystème entrepreneurial où il y a
beaucoup de startups qui œuvrent pour chaque domaine. Pour Donc, toi, ça, c'est adapté, le village by CA? oui, c'est très bien, justement. C'est ce qui m'a permis de te rencontrer aussi, bien Oui. évidemment. C'est ce qui est bien. C'est un écosystème. Tu échanges avec d'autres fondateurs, d'autres cofondateurs par rapport aux difficultés que tu rencontres. Et ce qui est bien, c'est que c'est diversifié. Non, T'as et des puis, medtech, ils aident t'as des beaucoup. healthtech. Exactement. Il y a un accompagnement, du mentoring qui est fait, bien évidemment. Donc, des salles qui sont mises à disposition pour accueillir des visiteurs, pour présenter des projets, pour pitcher. Il y a un peu de challenging aussi dans la façon dont tu présentes le projet. Je me souviens, pour intégrer le village by CA, j'ai dû pitcher avec Paul Boursereau, le CTO, devant 50 personnes. Ça va, t'es à l'aise? Au début, il y avait un peu de stress, c'est normal. Mais ce qui était plutôt intéressant, c'est que pour que tu Ils te jettent dans le bain. Exactement, tu n'as pas le choix. Il faut que tu. Déjà, parce que quand tu es fondateur d'une entreprise et Oui. d'une start-up, tu connais au bout des doigts, tu connais ton modèle, tu connais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, etc. Et justement, ils ont comme modèle, c'est que pour être validé au village by CA, il faut être accepté par 60% du jury, donc des 50 Tu personnes. te rends compte, là, ils lèvent tous la main. Non. Et Oh, oui, c'est ça non. justement. Et nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu 90% de personnes qui étaient plutôt d'accord pour qu'on intègre le village by Et les CA. autres, tu leur parles encore? J'ai bien cherché les signaux pourquoi ils n'ont pas accepté. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a essayé de travailler sur ces éléments-là. Et il y a des personnes qui n'ont pas cru dans le projet, ce qui est normal parce que ça dépend d'une personne à l'autre. Donc c'est des différences, c'est des perceptions différentes de l'entrepreneuriat et ce que je respecte d'ailleurs. Donc ça, c'est le village by CA. Donc c'est dans un cadre idéal, dans un écosystème entrepreneurial qui est au top. Donc c'est parfait. Le deuxième point, c'était Ondilab. Donc, Ondilab, oui. Ondilab, c'est quoi? Donc, Ça vient d'ouvrir en plus, non? c'est Ondilab. ça, c'est récent. C'est un incubateur et un accélérateur qui accompagne les entreprises qui œuvrent pour la perte d'autonomie, enfin, qui essayent de combler cette perte d'autonomie pour les personnes âgées et vulnérables et l'accessibilité aux soins. Et justement, donc c'est pas nous qui avons pitché, c'était plutôt Nicolas Wigel, que je salue, avec Magali Fleury-Jean, qui ont pitché Pharmadeliv. Ils ont bien réussi parce qu'on a bien intégré Ondilab. Donc sur 40 startups qui étaient sélectionnées, il y avait 7 startups qui ont été présélectionnées. C'est un programme qui est soutenu par Bouygues. D'accord. Pour ouvrir pour le bien social, pour l'accessibilité aux soins. Donc moi je suis plutôt ravi, je suis plutôt content parce qu'on peut être accompagné sur ce volet-là également. Mais ça va te permettre quoi en plus? Très bien, ça va nous permettre de toucher un public beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire à savoir les personnes âgées à mobilité réduite, parce que nous, notre service, il concerne tout le monde, parce que tout le monde tombe malade malheureusement, mais ça va nous permettre de s'adresser vraiment à ces catégories de personnes, donc à ces cibles-là, tout en ayant un accompagnement sur mesure sur ces volets-là. D'ailleurs, je t'ai pas demandé combien de temps en moyenne pour une livraison? Tout dépend pour commander déjà ou pour avoir là, les par exemple, médicaments, je suis malade, je rentre chez moi et je veux me faire livrer mes médocs. Donc justement, nous on a fait une autre méthode. La méthode, c'est la méthode par créneau. C'est-à-dire que sur la journée, il y a des créneaux entre 9h et 11h, midi, 13h, etc. Et ces créneaux-là, ils sont reliés à notre base de données qui détecte les disponibilités des chargés de commande, parce que c'est des chargés de commande qui renseignent les disponibilités. Comme ça, on est sûr que du moment où il y a une disponibilité, il y a un créneau qui se crée, et comme ça, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de comble, et le patient n'attend pas indéfiniment. Et justement, c'est dans la journée, dans les 2 heures, généralement. Ok, revenons à Ondilab. Donc ça, pour toi, c'est quand même quelque chose qui va t'apporter quelque chose? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, on a une cérémonie de remise de prix le 3 juillet avec Bouygues. Donc, j'ai un petit discours à faire. Donc, C'est où Ondilab, d'ailleurs? C'est à Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un incubateur c'est le premier accélérateur qui est dédié à l'accessibilité aux soins pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes vulnérables en France. Puis j'ai vu que tu avais fait la radio. Et ça, c'était une très très bonne expérience. J'ai fait RTL, où j'ai pu présenter à Pharmadeliv ce qu'on faisait, notre proposition de valeur. Donc c'était une première pour moi. Donc j'étais plutôt ravi, j'étais plutôt fier. Et c'était la première étape, parce qu'on a eu le passage à la radio. En même temps, il y avait 2 publications d'articles dans 2 journaux. Donc ce qui était plutôt le début de Pharmadeliv, entre guillemets, le début public. Ça t'a apporté du monde, du trafic? Il y a une anecdote par rapport à ça. Il y a la grand-mère de l'ami d'un associé qui a vu justement dans les journaux notre passage. Elle a découpé le morceau, la partie où on était présent. Elle ne connaissait pas, mais elle a dit je garderai ça parce que peut-être un jour j'en aurai besoin. Et moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que je trouve ça formidable.
On parle d'un lancement quand? Justement, on est en discussion justement avec... En fait, ce que tu attends, c'est les pharmacies. Exactement. Donc, un petit appel aux pharmacies. Si vous voulez utiliser PharmaDelive, si vous voulez l'aider, contactez Youssef. De toute façon, je vais vous mettre son LinkedIn, j'allais dire son Insta, son truc. Non, on va rester sur LinkedIn, on reste sur du pro. Je vous mettrai tout ça. Très bien, mais justement, pour les pharmacies, pourquoi on veut s'adresser aux pharmacies? Et je profite, merci déjà pour ce message-là. Les pharmacies, nous, notre rapport, au-delà du fait qu'on est un partenaire, ce qu'on va leur permettre, c'est une augmentation de la visibilité. Ça, c'est le premier point, parce qu'on a des annuaires pharmacies. Actuellement, on a 50 000 impressions pour 3 semaines, justement, parce qu'on vient de lancer ce service sur les annuaires pharmacies. Donc, il y a l'augmentation de visibilité. Donc, il y a aussi il y a une surcharge sur les préparateurs en pharmacie, malheureusement, parce que parfois, ils sont sous-effectifs. Donc, nous, ce qu'on leur permet avec ce tableau de bord-là, donc le click intellect, la prise de rendez-vous, la livraison, c'est de se concentrer sur le plus important, donc ce qui est en fait le conseil au comptoir. Donc, au lieu qu'un préparateur se déplace pour livrer un patient, il va pouvoir se concentrer sur le patient qui est devant lui. Oui, c'est ça, exactement. Et le troisième point, c'est du click and collect. Il y a une file d'attente parfois énorme en pharmacie. Avec le click and collect, on peut désengorger justement ce phénomène-là. Et justement, on a discuté avec plusieurs pharmacies. On a fait un test avec une vingtaine de pharmacies, une trentaine même de pharmacies à Paris. Sur les trentaines, il y avait à peu près entre 40 et 60% qui étaient intéressés par par une entrée en relation, une entrée en contact. Donc là, on va faire une présentation, donc une démonstration donc, de notre produit à une dizaine de pharmacies. Donc c'est plutôt bien. Et on veut accélérer ce phénomène-là. Il y a bien sûr du recrutement qui va arriver, une personne qui a de l'expérience dans ce domaine-là pour qu'on puisse vraiment renforcer notre maillage. Vous êtes combien là ? Actuellement, on est 4 associés. D'accord. Donc, on est une équipe assez complémentaire, c'est-à-dire qu'une personne s'occupe donc du marketing, du trafic, de notoriété, etc. sur le site internet. Donc, c'est Timothée qui s'occupe de cette partie-là. Il y a Paul, donc j'ai cité plusieurs fois, c'est le CTO, donc c'est lui qui a développé la technologie. Et il y a bien évidemment Antoine qui s'occupe de la partie conseil pharmaceutique, etc. Puisqu'il a travaillé à l'Agence nationale des sécurités des médicaments, centre hospitalier universitaire, et il était préparateur en pharmacie. Donc on a cet élément-là, c'est ce plus-là. Il y avait d'autres personnes qui étaient auparavant dans l'entreprise. Donc il y avait Thomas Grosso qui s'occupait de la partie commerciale, mais justement il a décidé d'aller sur de nouvelles perspectives et sur d'autres perspectives personnelles, que je respecte bien évidemment. Oui, c'est la vie. On a eu aussi d'autres CTO, mais bien évidemment c'est des échanges, donc c'est des personnes. La vie change. Et on a bien une personne qui va intégrer bientôt l'entreprise, c'est Slim, donc il va s'occuper de tout ce qui est nurturing, lead, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ça a été quoi là ta plus grosse galère entrepreneuriale ? Justement, c'est bootstrapper, de créer la technologie à partir de rien tout en étant jeune. Donc je rappelle... Étant jeune, ça a été compliqué ? Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a deux difficultés à surmonter. La difficulté que parfois il y a des personnes qui se disent « Ok, il est jeune, il n'a pas d'expérience ». Justement, c'est différent parce que quand on regarde aux États-Unis, la plupart des grandes entreprises qu'on a maintenant, Facebook, même je pense Snapchat ou d'autres entreprises, étaient créées par des fondateurs qui étaient jeunes, en sortie d'école. Justement, il y a des fonds d'investissement... Oui, c'est frais, c'est nouveau. Exactement. Et des fonds d'investissement maintenant qui commencent à se concentrer sur des personnes en sortie d'école. Parce que justement, ils ont une approche novatrice, ils ont plutôt une vision beaucoup plus différente du marché. Et justement, comme disait Mbappé, là je ne fais pas tout, toi tu ne me parles pas d'âge justement, et ça c'est un élément qui est important parce que parfois au-delà d'expérience tu vois quelque chose que les autres ne voient pas, mais bien évidemment mais là tu me dis que toi c'était compliqué. Oui, c'était compliqué dans le sens où pour convaincre des personnes d'intégrer le projet il se dit il est jeune, il comprendra pas, exactement. Il sait pas, mais ça c'est point. La France effectivement, tu as raison. Exactement, mais on a réussi à surmonter ce problème-là, donc il y a cette ce premier obstacle, je dirais, lié en fait au jeune âge, mais maintenant ça va, on commence à mais vous avez qu'à intégrer des plus de 50, ouais. Et ça sera votre... Exactement. Votre plus de 50 à envoyer quelque part. Donc il y a ce premier obstacle, il y avait un deuxième obstacle qui est lié au financement, donc j'avais un dilemme. Soit lever des fonds, mais pour lever des fonds, il faut prouver le concept. Et puis il faut diluer. Exactement.
Donc, prouver le concept, il faut développer la technologie. Je ne suis pas développeur, je suis diplômé d'école de commerce. Même si maintenant, je commence un peu à apprendre en le dev codage. maintenant, ça y est, on dev. Voilà. On a fait un peu d'HTML, on est développeur. Mais justement, avec l'intelligence artificielle, un outil qui est oh plutôt là pas là mal. là. Non, mais sincèrement, j'ai essayé un outil qui est plutôt très, très, très sympa. Oui, je lui parle et hop, automatiquement, ça me crée un site web. Mais c'est exactement avec ça. plein d'erreurs. Après, justement, il y a l'expérience qui va jouer parce que justement, l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Il y a un accompagnement humain qui doit se faire. Mais justement, pour tout ce qui est un peu user experience, user interface, tu peux avoir une première idée, un premier prototype que tu vas devoir valider par des product designers, par des product managers. Donc ça, c'est un élément qui est important. Donc la difficulté, c'était d'intégrer des personnes dans le projet, essayer de les convaincre que le projet il est viable. Exactement, que le projet est porteur et qu'ils travaillent à temps plein dans le projet ou à temps partiel dans le projet pour créer un prototype. Maintenant, ce qui est très bien, c'est qu'on a créé un prototype. Justement, la technologie, elle est développée, elle est opérationnelle. Là, la deuxième étape, c'est la commercialisation du produit. Et justement, ça, c'est un troisième obstacle qu'on est en train de surmonter. Et on va le surmonter, bien évidemment. Il faut juste persévérer. Oui, non, mais oui, il faut toujours persévérer. Après, effectivement, il y a... Je pense que tu es dans un domaine où ils considèrent que la jeunesse, c'est pas bon. Là où tu aurais fait un Snapchat, on t'aurait dit « Ah, c'est génial, encore un jeune qui fait comment ça s'appelle, un réseau social. Oh, c'est novateur. » Alors que là, je pense aussi ce qui est bloquant, c'est peut-être se dire « Il touche aux médicaments. Je vais mettre ma mamie dans les mains de quelqu'un qui va lui donner, s'il se trompe. D'ailleurs, oui, si vous vous trompez, comment ça se passe? Est-ce que c'est le pharmacien qui est coupable? Est-ce que c'est toi, la plateforme? Il y a plein de petites choses comme ça aussi qui rentrent en jeu. Quand on a fait l'étude de marché, on s'est renseigné, on a fait du benchmarking, mais plutôt orienté vers la perception de ce marché-là par le consommateur au sens propre du terme. Et justement, il y avait un sondage qui a été commandé et c'était plutôt Harris Interactive qui a effectué le sondage. Et justement, on a regardé une dynamique positive pour la livraison des médicaments à domicile et pour le click and collect. Les patients ou le client au sens propre, il veut avoir une sorte de digitalisation pharmaceutique tout en préservant les points essentiels qui sont liés au conseil, qui sont liés à la dispensation et la délivrance des médicaments. Donc ça, c'est un élément qui est très important et qu'on ne veut pas ignorer parce que nous, on veut innover, c'est très important pour nous, mais justement tout en prenant en compte cet aspect qui est très important, qui est le conseil pharmaceutique et le rôle du pharmacien. Nous, on n'est pas un acteur qui va substituer le pharmacien, mais un acteur qui va accompagner le pharmacien. Voilà, vous êtes le tiers entre les deux. Exactement. Notre rôle, c'est de l'intermédiation et c'est de l'appui. On ne fait pas de la substitution. Ouais, mais tu vois, on revient sur le cas Uber. Je commande mon McDonald's, il me manque mes nuggets. J'appelle, j'envoie un message. Puis c'est pas humain, c'est complètement déshumanisé. J'envoie un truc, il me demande une photo. Oui, non, en fait, en plus, c'est ah bah non, je vois que dans le fond du sac, il y avait un nuggets caché. Oui, ça se passe comment? Justement, c'est complètement différent. L'expérience utilisateur, complètement différente. Pourquoi? Parce que nous, on donne toutes les informations nécessaires pour le pharmacien et toutes les informations nécessaires pour le patient. Supposons qu'il y a un médicament en rupture de stock. Déjà, on fait en sorte que l'API nous détecte le stock en pharmacie qu'on présente bien évidemment au patient. Mais dans le cas où ça ne marche pas, où il y a un problème sur l'ordonnance, il y a bien évidemment un contact entre le pharmacien et le patient. Et justement, la différence entre un restaurateur et un pharmacien, c'est qu'un pharmacien, il a une approche beaucoup plus orientée vers le patient parce qu'il y a un rôle de conseil et il a une sorte d'obligation de conseiller bien le patient. Et justement, nous, on veut leur donner les moyens de communication nécessaires pour faire cette pratique-là et pour qu'on puisse assurer que tout se passe bien. Donc en fait, par contre, comme tu n'as aucune donnée sur les gens, tu pourrais pas te dire, bah tiens, cette personne, elle a commandé 10 fois du Doliprane, il y a peut-être un problème chez elle, et donc tu pourrais pas lui conseiller d'aller voir un médecin. T'as pas le droit. Ça, on n'a pas le droit parce que je pense qu'à l'international, ça fait il y a des intelligences artificielles qui détectent certains patterns, certains chemins. Ils disent potentiellement il y a un risque. Mais pour l'instant, non, ce sont des données privées. On n'a pas le droit. Est-ce que tu aimerais que la France libère ces données? Je dirais qu'elle régule moins. L'Europe, pardon.
l'Europe, il y a justement cet aspect de régulation qui est très important. Pour moi, c'est très bien dérégulé parce qu'on ne veut pas avoir de sorte de magouille dans ce qui se fait. Mais la dérégulation, elle doit se faire bien évidemment par un accompagnement, par des tests, etc., mais aussi par des due diligence, donc des contrôles d'entreprises qui vont avoir accès à ces données-là. Parce que bien évidemment, c'est quelque chose de très sensible et de très critique. Et s'il y a une dérégulation, c'est très bien, c'est top, mais il faut qu'elle soit contrôlée. Tu sais ce qu'on dit, hein. Les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. C'est ça, et ça c'est un réel problème. Et justement, je pense qu'ils ont réalisé qu'il y a quelque chose à faire. Justement, ils ont sorti un rapport dernièrement par rapport à la dérégulation, parce qu'ils veulent vraiment désengorger cet aspect-là, parce que ça bloque. Et justement, aux États-Unis, si ce projet a été présenté aux États-Unis, je pense que le délai de mise sur le marché ou le délai de progression, etc., il serait beaucoup plus rapide. Mais évidemment, chaque marché s'adapte bien évidemment aux contraintes qu'il a. Mais après, effectivement, tu vois, alors moi, je suis quelqu'un plutôt libertaire. Je me dis, il ne faut pas tout réguler parce qu'il y a un moment, c'est relou, tu vois. À force de réguler, tu n'innoves plus. Mais force de constater, quand tu regardes les États-Unis, où justement, allez, le drone, on lance, pas de souci, tu veux de la pharmacie par drone, il n'y a pas de souci, on te le lance, tu vois. Et finalement, là, ils créent quelque chose qui était pour humaniser, on va créer, je t'apporte tes médicaments, je suis la nurse qui vient t'aider, puis à la fin, c'est des drones qui t'envoient tes médicaments. Exactement. C'est un point très intéressant, parce que c'est très bien de déréguler, mais il faut prendre en compte les aspects de chaque marché et de chaque domaine. Justement, le domaine pharmaceutique, c'est un domaine qui est très réglementé. Si on le dérégule sur cet aspect-là de livraison de médicaments, ça sera juste pour qu'on facilite l'accès aux API, pour qu'on facilite l'accès, pas aux données de santé privées, bien évidemment, ça pour moi, ça reste primordial, il faut qu'on les protège, parce que c'est un élément très important, mais juste aux aspects liés à la technologie. C'est-à-dire pour obtenir des autorisations, pour faciliter la mise en relation, pour faciliter la livraison. Mais sur le point principal qui sont les médicaments et les données de santé, moi je suis pour que ça reste très sécurisé. D'ailleurs, en parlant de ça, la carte vitale, ça se passe comment ? Très bien. Parce que moi, donc justement, je suis en France, je peux me faire rembourser. Ça c'est un point qui est très important. Heureusement que la France est un État-providence, parce que franchement, il y a des personnes qui l'oublient. Ça, c'est un point très important, justement. Oui, la France nous aide sur plein de choses. C'est une aubaine, en effet. Franchement, c'est quelque chose de primordial, parce que l'accès aux soins, ça reste l'élément le plus important. Et dans certains pays, comme les États-Unis, par exemple, c'est compliqué. Donc, il y a des assurances, etc. Mais en France, franchement, c'est un avantage vraiment très, très, très important. Et justement, comment ça se passe concrètement sur notre tableau de bord patient. Donc, il y a une partie profil où il renseigne les informations, donc les coordonnées, mais en même temps l'âge, la taille, le poids, parce que c'est important parfois quant au choix du médicament. Et il y a une deuxième partie qui est liée à la carte mutuelle et la carte vitale. Donc, ce qui se fait concrètement, c'est la personne, elle téléverse la carte vitale et elle téléverse la carte mutuelle pour que le pharmacien sur son tableau de bord puisse recevoir ces éléments-là. D'accord. Alors justement, on va travailler sur un point qui est important, donc une API qui va nous permettre, par le biais justement d'une connexion publique, c'est-à-dire que quand je dis une connexion publique, c'est comme France Connect, mais qui regroupe toutes les données, carte vitale, carte d'identité, etc. Le carnet de santé virtuel, là. Exactement, ça va nous permettre d'avoir ces données-là qui seront transmises bien évidemment directement au pharmacien qui pourra vérifier l'identité. Mais toi, tu n'auras rien. Exactement, non, on n'aura rien. C'est grâce à la cryptographie asymétrique qu'on chiffre les données, justement. Ok. Tu vois comment Pharma délivre dans 5 ans ? Très bien, c'est une très bonne question. Justement, nous, on a une feuille de route qu'on a bien tracée, mais justement... école de commerce, école de commerce, voilà. On trace des feuilles de route quand même. Une roadmap, entre guillemets. Une roadmap. Donc justement, il y a ce point-là. J'avoue que tu m'as pas fait les anglicismes de l'école de commerce. Voilà, tu vois, donc je suis un peu assidu sur cet aspect-là. Donc sur cette feuille de route, bien évidemment, on ne sait pas de l'avenir c'est de quoi, bien évidemment. Oui, il y a peut-être un nouveau Covid. Je dirais malheureusement, voilà, on ne veut pas qu'il y ait un nouveau Covid, mais justement, notre objectif, mais why not Mais why not Quand il y a justement une crise, nous, on veut se dire qu'on est là. Évidemment, on ne veut pas qu'il y ait de crise, parce que vraiment, le Covid, c'était une souffrance, une réelle souffrance pour les familles ou pour les personnes malades. Moi, je t'avoue que j'ai adoré. Parce que j'ai adoré le confinement, tranquille. Non, j'étais libre de pas voir des autres gens. Non, en vrai, c'était le moment où j'étais, tu
j'avais pas besoin d'être... Je sais pas comment te dire, Oui. je pouvais ne rien faire et c'était pas grave. Il n'y avait pas d'obligation d'engagement, c'était plutôt tranquille. C'est ça. Mais justement, ça a permis de créer des liens avec des personnes, mais genre en distanciel. Ça a permis de trouver de nouvelles hobbies, de nouvelles choses à découvrir, et ce qui est plutôt sympa. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont réellement gagné de l'argent en découvrant de nouveaux métiers, et justement. Oui. Donc c'est plutôt, ça a changé. Et justement, par rapport à ce point-là, par rapport à la feuille de route, donc cette année-là, donc 2025-2026, il y a la mise sur le marché, justement avec la multiplication des renforcements du maillage pharmaceutique, avec de nombreux partenaires pharmaceutiques, groupements pharmaceutiques aussi. Et ensuite, on va développer de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités qui vont accompagner les pharmaciens grâce en fait au tableau de bord et au SaaS qu'on propose. Ensuite, on va basculer sur un autre marketplace qui est les produits parapharmaceutiques. Ok. Et justement, sur la base de ces éléments-là, si le résultat il est probant, positif, pourquoi pas s'installer dans les pays francophones et s'internationaliser, bien évidemment. Justement, on veut s'accompagner par des acteurs. C'est pareil en Europe, tu penses ? Je connais pas le marché européen. Je me suis renseigné et je pense en Belgique, Suisse et Espagne, c'est possible. Il y a une certaine réglementation. Je pense que c'est un petit peu moins régulé qu'en France, mais c'est tout à fait possible. Donc justement, l'objectif principal de Pharmadelive, c'est bien sûr de s'internationaliser, j'espère bien. Mais franchement, moi je suis très optimiste, très ambitieux par rapport à ce projet-là parce que ça répond à un besoin concret. Ça répond à une problématique concrète et justement on a la solution technologique qu'on souhaite développer grâce au feedback et au retour. Tout n'est pas parfait, on ne peut pas viser la perfection parce que parfois on va oublier quelques points. Oui. Le plus important pour nous, c'est répondre à une problématique concrète. Et donc dans 5 ans, si tu réponds à ta petite problématique, l'international. Bah, je te le souhaite en vrai. Exactement, j'espère bien. On fera bien évidemment un autre podcast en anglais si tu veux aussi. In English, por Exactement. favor. Comme ça, on peut le faire en plusieurs langues en même temps. On va le faire en espéranto. Je sais pas où elle en est cette langue, mais j'en ai jamais entendu disparaître. Non, mais ouais. Et un petit conseil que tu donnerais aux petits jeunes qui arrivent sur le marché de l'entrepreneurial. Exactement. De là où je suis, de la petite expérience que j'ai. Moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment peur de me lancer. Et je me disais... Qu'est-ce qui t'a donné peur de te lancer ? Le fait de dire « j'ai pas d'argent », l'incertitude ? Pas d'argent, c'est un point important aussi. L'incertitude, parce que tu es jeune, tu connais pas le marché, tu n'as pas le carnet d'adresse pour, tu n'as pas le financement pour... Et donc tu es dans le vide, c'est comme si tu te jettes du 10e étage et tu sais pas comment tu vas atterrir. Mais justement notre atterrissage... En vrai, si je me jette dans le 10e étage, je sais comment je vais atterrir. Oui. Ça aussi. Là, je sais comment j'atterris. Oui. Tu vois, c'est... Dans ce cas de figure, oui. Mais justement, dans notre cas de figure, l'atterrissage, bien évidemment, il va y avoir un atterrissage financier qui est plutôt sympa. Je dirais bien, donc on va œuvrer pour qu'on ait un atterrissage à la clôture du bilan qui est positif et qui est bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir peur de parler de l'idée. Par peur que les gens te volent l'idée. Oui, et ben je sais pas pourquoi tout le monde a peur de ça. Et ça, c'est un problème, parce que comment tu veux avoir un feedback et un retour concret si tu parles pas de ton idée ? Parce que moi, maintenant, je peux donner l'idée concrètement à tout le monde, mais c'est la capacité d'exécution derrière qui est différente. C'est la capacité de passer à l'idée, à un prototype et à la mise en marché qui est différente et qui est compliquée. Parce que les obstacles qu'on a eu, on en a eu plusieurs, mais justement, c'est la capacité à dépasser exactement ces événements-là et à surmonter les obstacles. Donc oui, je dirais ça, c'est ses principaux enseignements. Il faut parler de son idée, il faut la confronter aux autres. Exactement. Et ne pas avoir peur de se lancer parce que tu apprends en cours de route et surtout de ne pas lâcher. Parce que nombre de fois... Alors, ne pas lâcher, mais il y a un moment, il faut se rendre compte que le marché, ça ne fonctionne pas. Parce que là, c'est plutôt lié au marché, mais pas à la personne. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, OK, j'ai échoué, parce que ce n'est pas un problème. Justement, parce que moi, j'ai appris énormément de choses. Youssef avant Pharmadelive et Youssef pendant Pharmadelive, c'est différent. Et je continue d'apprendre parce que au-delà de ça, tu apprends quelque chose. C'est-à-dire que quand tu essayes, tu n'abandonnes pas justement par rapport à ta personnalité, c'est très bien. Mais quand tu as besoin par rapport au marché, c'est pas grave parce que c'est le marché qui ne réagit pas. C'est différent. Oui, bon, enfin le marché, c'est un peu ce qui fait tout. Exactement. Mais au moins, tu apprends en cours de route. Ah oui, donc ça, tu apprends beaucoup moi, de choses. L'entrepreneuriat, je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de dire l'entrepreneurial. L'entrepreneuriat, je trouve que c'est limite plus formateur que l'école sur certains points, puisque tu es obligé
de savoir parler de quelque chose, tu es obligé de faire tes propres recherches, Exactement. tu es obligé de créer quelque chose. Et en fait, tu es obligé d'aller plus loin. Quand je dis l'école, je parle des écoles plus tard en entrepreneurial ou les écoles d'entrepreneurs là, qui te disent qu'il suffit de faire. En fait, des fois, il suffit de faire, mais il faut faire. Oh là là. Excusez-moi. En fait, dans ma tête, là, il y a plein de choses qui se disent. Ça fuse, ouais. Non, en fait, je disais que c'est tout simple, c'est que je trouve qu'être entrepreneur, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire des formations pour. Limite, je ne ferais pas une formation pour être entrepreneur parce que tout se trouve en ligne. Tu es en autodidacte, en fait. Par contre, il faut faire attention. Il y a ceux... D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces entrepreneurs qui te disent à chaque fois, c'est 10 000 euros par mois que je gagne. Je me lève le matin, j'ai travaillé 2 heures par jour, j'ai gagné 20 000 balles. Ah oui, honnêtement, moi j'en vois beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Oui, mais j'ai l'impression qu'en plus, quand tu es entrepreneur, tu ne vois que ces gens-là. Oui, qui les algos. Tu te dis, bah merde, ma vie elle est pourrave en fait. Mais justement, ils te disent il faut se réveiller à 4 heures du matin parce que si tu as ce rythme-là, tu vas devenir meilleur, tu vas gagner de l'argent, etc. Mais non, chacun commence la journée à son rythme, chacun a sa to-do list, etc., etc. Mais justement, quelqu'un qui va te vendre une solution à 10 000 euros, je préfère que je prends les 10 000 euros et les investir dans mon projet et dans quelque chose qui est concrète que les investir pour avoir une formation et un conseil d'une personne qui n'est même pas dans le domaine. C'est-à-dire que c'est juste une personne qui va me dire, ok, voilà comment tu vas faire pour réussir dans ton domaine, mais pas comment tu vas faire dans ton domaine et quelles sont les contraintes du domaine. C'est pas un expert du domaine, c'est juste un beau parleur. Ouais, moi c'est ça. Je vais faire des formations entrepreneurs et je vais juste parler. Je Voilà, vais parler. 15 000 balles la formation, les gars. Non, mais comme ça, je me fais un peu de sous, là. Pépette, les gars. Non, c'est dur en ce moment. En vrai, le marché est un peu compliqué. Au niveau de la levée de fonds, on a été contacté par des venture capital, donc des fonds dédiés au capital risque, puisqu'ils étaient intéressés par l'idée et par le concept. Mais justement, moi, mon positionnement et mon principe, c'est que si je veux qu'il y ait un investissement par des personnes externes au projet, c'est qu'en fait, il y a une preuve énorme du concept et qu'il y a un apport au-delà, parce qu'il y a du hands-all et hands-down. C'est-à-dire que quand il y a hands-up, c'est que le fonds VC, par exemple, il va t'accompagner de A jusqu'à Z, que ce soit sur du conseil, sur les fonds, sur l'argent, etc. Mais quand c'est du hands-down, ils vont juste t'accompagner sur de l'argent. Moi, je veux un investisseur qui m'aide, qui a de l'expérience, un mentor, entre guillemets, parce que j'ai besoin d'être accompagné par des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, qui ont de l'expérience dans le domaine. Tu ferais l'émission Qui veut être mon associé ? Pour l'instant, non. On a déjà pensé on a eu déjà une invitation donc, pour faire Qui veut être mon associé. Mais pour l'instant, j'estime que c'est pas dans les priorités absolues. Ouais. Ça te ferait pas chier de donner 15% à quelqu'un qui se fait déjà autant d'argent ? Honnêtement, non. Je pense que 15% en contrepartie d'argent et d'investissement pour le carnet d'adresse, d'investissement pour tickets, conseils, etc., parce que ce sont des personnes qui ont réussi, c'est plutôt très bien. Il y a une personne qui veut être mon associé qui a envoyé une invitation sur LinkedIn à mon associé. Donc là, on est entré en contact, on a gardé le contact, il y a eu un petit échange, mais pour l'instant, on garde les choses bien au chaud. Et si tu devais choisir, je crois qu'ils sont 5-6, on envoie 4 à chaque fois, mais si tu devais en choisir un, ça serait lequel ? J'ai pas leur nom, concrètement, j'ai pas leur nom. J'ai leur visage, mais j'ai pas leur nom. Mais je connais le nom d'une seule personne, c'est Nadir. Nadir, si je me trompe pas. Et c'est vers lui qu'il irait ? Oui, je pense. J'estime que oui, potentiellement. Pourquoi ? Je pense qu'il a plutôt une approche différente par rapport aux jeunes, par rapport à l'accompagnement, même s'ils ont tous réussi, ils ont un parcours formidable. De toute façon, il ne ferait pas Qui veut être mon associé si c'était des gens qui n'avaient pas réussi. Exactement, c'est choisi, bien évidemment. Mais oui, ce serait cette personne-là. Ok, est-ce que tu as quelque chose à dire ? J'ai beaucoup de choses à dire, on a dit beaucoup de choses. C'est pas si vite, franchement. Ça va vite. Quand j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale, j'étais dans l'incertitude. Je connaissais rien du tout. Mais j'ai dû apprendre, parce que je sais ce qu'il faut faire. T'as appris comment d'ailleurs alors T'as appris comment En cherchant, j'ai commencé avec un fichier Word. Livraison de médicaments à domicile, marché des médicaments. J'ai fait des études de marché moi-même. Je me suis renseigné par rapport à la réglementation. J'ai contacté le conseil d'ordre des pharmaciens. Donc, toute la partie renseignement par rapport au marché. Et là, je me suis confronté à l'idée, comment développer ce produit. Là, j'ai l'idée, j'ai le parcours, mais je n'ai pas le produit. Comment faire ? À ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas avoir de fonds parce que je n'ai pas encore le concept. Je ne peux pas avoir des banques parce que la banque ne peut pas prendre du risque sur des startups.
Donc c'était plutôt compliqué. Donc il y avait l'idée de faire une contrepartie de prise de participation, de recruter des personnes pour nous accompagner. Justement, on est tombé sur une pépite, Paul, qui nous accompagne bien évidemment sur ce volet-là et qui le fait très bien. Et on a une équipe formidable, on crée des synergies et c'est plutôt sympa. Et justement, l'idée que je me suis faite avant du marché, c'était simple. Pharmacien, on va l'obtenir rapidement, on va voir la carte vitale, on va voir si, on va voir Oui, ça va être rapide. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est comme une machine qui doit perforer un tunnel. Il faut que tu pousses pour y arriver. Et au final, quand tu te donnes à fond et quand tu crois vraiment dans le marché, tu vas y arriver. Mais tu apprends en cours de route. Bien évidemment, il y a des obstacles, mais il faut les surmonter. Il ne faut juste pas se lâcher, parce que qui sait, peut-être le lendemain, tu vas y arriver. Alors que tu lâches maintenant. Tu considères que c'est la recherche avant ou le produit final qui est le plus important ? Moi, je pense que c'est la recherche avant, parce que c'est la recherche avant qui voilà, va te permettre les gars, d'avoir le produit. Ça, je vous l'ai toujours dit. non, parce que je donne des cours oui. en université. Et en fait, les petits jeunes, c'est parce que j'ai bien vieilli. Les petits jeunes, ils se jettent dans le fait de créer sans réfléchir. Non. Et moi, j'ai toujours dit, c'est d'abord la recherche. Exactement. Je préfère mettre 90% de mon temps dans la recherche et à la fin faire un produit, pas, quand je dis produit final, mais un MVP de quelque chose qui montre ce que j'ai fait et après augmenter mon produit, que de faire un super produit sans avoir de recherche et je me plante dans le mur, quoi. Il faut que le MVP, c'est pas grave, c'est pas très grave s'il n'est pas hyper ergonomique, esthétique, etc. Mais s'il répond aux besoins concrets, aux problématiques concrètes, c'est parfait. C'est-à-dire que Amazon... Mais tu peux juste avoir un Excel. Hein. Oui, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas qui avait commencé avec un Excel, mais il y a une startup qui avait commencé à faire des commandes sur Excel. Donc, on a tous un début. On commence tous différemment. Mais au final, si on se donne les moyens, on est persévérant, on est patient, on va y arriver. Oui, mais il y en a plein de gens, ça pour le coup, je peux le comprendre, qui te disent « je ne vais pas sortir un produit qui n'est pas encore fini ». Je comprends aussi, ça peut se comprendre. Alors moi, je suis pas dans cette optique. Je suis plus à me dire, je suis plus à sortir quelque chose de rapidement que j'améliore avec le temps. J'ai eu un client, très drôle, hein, il m'a fait travailler. Franchement, il nous a nourris. Hein. Là, pour le coup, c'était génial. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, je vais pas dire son nom, Jérémy. On va l'appeler Jérémy. Jérémy. Mais est-ce que tu as pensé à tester tes utilisateurs ? Bah non, c'est mon idée de projet. Oui, mais tes utilisateurs, parce que je veux une page pour ci, je veux faire ça, je veux que quand tu cliques, il y ait des paillettes qui explosent sur le truc. Je dis, c'est faisable. Bah oui. Mais tu as testé C'est ça. Pas besoin, je sais qu'ils veulent ça. Justement, et là, quand on met le produit, et donc en plus, lui, il a travaillé vraiment cycle en V, c'est-à-dire... J'attends, on fait le produit et si c'était limite ligne par ligne, il vérifiait si c'était pixel perfect et tout. Donc c'est vraiment un projet qui a pris beaucoup de temps. Il l'a sorti sans communication, sans rien du tout. Et en fait, il se retrouve avec un projet qui fonctionne, mais sans utilisateurs. Et un jour, il me dit, oui, je comprends pas, les utilisateurs, ils n'utilisent pas telle page. Pourtant, pour moi, c'était le banger. Je lui dis, parce que si tu testes pas tes utilisateurs, tu peux pas savoir ce qu'ils veulent vraiment. Il faisait un produit de finance. Ouais. Un truc sur la finance. Et donc, pour lui, c'était genre, par exemple, c'est un autre projet. Là, je vous parle de... C'était vraiment, genre faire le virement, c'était le banger. Et je lui dis, mais ça se trouve, en fait, les gens, ils veulent juste vérifier leur compte. Oui. Ils s'en fichent de faire un virement bancaire. Pour lui, c'était ça. Et en fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, il ne faut pas que ça soit votre projet à vous. C'est ça. En fait, vous créez un projet pour vous, pour les autres. C'est le biais de confirmation. Ouais. Tu crois que ce que tu fais, c'est le bon truc parce que c'est toi qui l'as créé. Mais au final, c'est l'utilisateur qui compte. Et justement, créer un MVP, récolter des feedbacks, travailler sur des feedbacks et créer un autre produit qui est mieux. T'as jamais fait de pivot, toi, d'ailleurs ? Non, on n'a pas fait de pivot. Enfin, on a fait des dérivés de notre cœur de métier, donc la livraison, mais on la dérive sur du click and collect, de la prise de rendez-vous. Et donc, c'est dans le même domaine, bien évidemment, c'est connecté. Et tu serais prêt à faire un pivot si tu vois que le marché il est saturé Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pivoter parce que parfois, il faut se rendre compte de la réalité du marché et se dire, OK, ça ne marche pas, il faut pivoter. Et au bout d'un moment, quand tu pivotes, tu tombes finalement sur le bon.
Oui, j'espère en tout cas, mais généralement. Et puis des fois, même si tu tombes pas sur le bon, tu refais un pivot d'un pivot, et puis à la fin, c'est même pas que tu tombes sur le bon, mais des fois, ça fait grandir. Exactement. Il y a pas mal de grandes entreprises qui ont pivoté, de startups connues qui ont pivoté, et ça, c'est plutôt parce qu'il y a un certain attachement à l'idée. Un fondateur a un certain attachement à l'idée. En fait, c'est ça le problème. Et le fondateur a peur d'abandonner l'idée principale parce qu'il n'accepte pas, il n'admet pas que voilà, ça ne marche pas malheureusement, mais c'est pas grave de pivoter parce que tu crées quelque chose de nouveau. Tu crées quelque chose de nouveau et tu recrées aussi de la recherche. Exactement. Et de l'espoir aussi de nouveau. Oui, c'est ça. Donc vraiment, ça, c'est les éléments les plus importants. C'est la recherche et ensuite le produit. Donc pour finir, est-ce que tu peux dire aux gens exactement ce que toi tu recherches ? Est-ce que tu cherches des nouveaux associés ? Peut-être pas. Est-ce que tu cherches des gens pour rejoindre en fait le service pour pouvoir faire des livraisons, les pharmacies ? Ah, c'est ton petit moment à toi. Très Profite. bien, je te remercie. Donc justement, moi je m'adresse à nos auditeurs et justement spectateurs aussi, parce que ça va être visuel. Donc, c'est un spectacle carrément. Voilà. Et justement, donc si vous souhaitez s'investir ou investir dans un projet qui est porteur, d'un projet viable, un projet qui va créer de la valeur ajoutée sociétale, bien évidemment, qui va accompagner des personnes âgées à mobilité réduite ou qui sont débordées par le temps pour un domaine qui est porteur, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour répondre à vos questions, à vos étonnements par rapport au projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous êtes un pharmacien, une pharmacienne et vous souhaitez augmenter votre visibilité, vous souhaitez désengorger le flux et la file d'attente en pharmacie, travailler avec un partenaire qui comprend l'écosystème pharmaceutique, n'hésitez pas à faire appel à moi parce que on est là pour vous aider, bien évidemment. Et justement, si vous avez de l'expérience, vous avez déjà discuté avec des pharmaciens, on va recruter bien évidemment des sales pour qu'ils puissent nous accompagner sur le déploiement et sur le renforcement de notre maillage territorial. Donc, nous, on est ouvert à tous les profils. On est ouvert aux discussions. Vous avez des questions, vous avez des problématiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes à votre disposition, bien évidemment. Écoute, merci beaucoup, merci Youssef. Merci à toi pour ton temps et pour cette visibilité. Pas de rien. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'hab, on se retrouve sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et puis voilà, trouvez-moi sur Instagram. Moi, je suis sur Instagram, il n'y a pas de souci. Vous verrez mes petites fesses. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur ton Instagram, il y a des petites fesses. Voilà. J'ai ouvert un OnlyFans.